L'échiquier international, toujours un plaisir d'être avec vous. Comment qualifieriez-vous les relations turco-sionistes présentement avec le théâtre syrien plutôt nerveuses? Les plans des deux puissances régionales s'entrechoquent. Bien sûr, on rappellera les sorties offensives de Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, sur les massacres de civils à Raza. L'entité sioniste a été qualifiée sans embâche de tueur d'enfants avec une politique de nettoyage ethnique. L'opinion publique turque, qui bat régulièrement le pavé pour dénoncer le génocide en cours, laisse au final très peu de marge pour les dirigeants turcs, et ce, quelle que soit leur tendance, au vu de la masse prenant pour espace de dénonciation Ankara, Istanbul, sans oublier les autres centres urbains. Néanmoins, sur d'autres théâtres, concernant d'autres dossiers, les relations turques et l'entité sioniste sont moins idéologiques et plutôt à mettre sur le plan de la réelle politique. On parle ici de deux puissances de la région, ô combien noueuses, quoi qu'on en pense. L'un membre de l'OTAN et l'autre porte-avions américain, si on veut user d'une métaphore. Raza, la Syrie, la seconde guerre du Haut-Karabakh, l'héritage laïque de la Turquie, l'identité politique de Recep Tayyip Erdogan. Turquie et entité sioniste, bien malin celui qui qualifiera précisément cette relation, et pourtant c'est ce qu'on tentera de faire avec vous ce soir. À tout de suite. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Ariane Bonzon, journaliste indépendante, spécialiste de la Turquie. Bienvenue à vous et surtout merci d'être des nôtres. Bonjour, bonsoir plutôt. On va parler d'un sujet, on l'a dit, un peu noueux, difficile à démêler, justement. Vous tentez de faire ce travail-là avec une dernière publication dans le monde diplomatique. Alors, Ariane, il y a une forme de collusion objective entre la Turquie et l'entité sioniste concernant par exemple le théâtre syrien, on va en parler dans un deuxième temps, mais il est difficile de déchiffrer cette relation turco-sioniste car il y a plusieurs séquences historiques, sans oublier l'impact politico-culturel de Recep Tayyip Erdogan. Mais en ce moment, est-ce qu'on peut dire que cette relation serait-elle au beau fixe? Comment vous la qualifieriez? Alors, il y a quand même beaucoup de tensions, si vous voulez, hormis... C'est vrai qu'il y a des intérêts stratégiques communs entre Israël et la Turquie. Par exemple, sur l'Iran. La Turquie est assez intéressée d'avoir un Iran plus faible qu'elle ne l'était. Le Hezbollah n'a jamais été proche de la Turquie, en particulier sur le terrain syrien. En Azerbaïdjan, par exemple. En Azerbaïdjan, Israël et la Turquie ont soutenu l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Donc il y a un certain nombre de domaines où ils ont les mêmes intérêts. En revanche, sur la question palestinienne, en particulier depuis le pouvoir que M. Erdogan est venu au pouvoir, là il y a un vrai différentiel et la Syrie est peut-être en train de devenir le second gros problème, la seconde grosse pierre dans le jardin entre Israël et la Turquie. On va en parler. Alors, nous voyons et nous savons ce qui se passe en Palestine. Dieu maudisse Israël. C'est un tweet posté au moment de la prière de l'Aïd al-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan, c'était le 30 mars dernier. Un message du président Recep Tayyip Erdogan. La réaction de l'accusé ne s'est pas faite attendre. On a vu également le 1er janvier à Istanbul 450 000 personnes traversant le pont du Galata. La question palestinienne alimente aussi les tensions entre les deux protagonistes. C'est une réalité. Absolument, absolument. Et ce qui est sûr, c'est que Monsieur Erdogan, même si c'était pas le choix d'Erdogan vraiment, c'était Ahmet Davutoglu qui a été longtemps le conseiller en politique étrangère, qui avait, vous savez, établi cette doctrine de la profondeur stratégique, pas de problème avec les voisins. C'était lui qui était vraiment le personnage qui disait il faut absolument jouer la carte palestinienne, c'est très important. Erdogan, au départ, c'était pas tellement son affaire. Hein. Il connaissait pas très bien ce genre de problème. Et maintenant, il se l'est vraiment approprié. Donc, c'est sûr que ça, il y a eu un glissement. Et les relations, si vous voulez, qui étaient très bonnes. Hein, il faut savoir que la Turquie et Israël étaient alliés du temps des militaires. Il y avait vraiment une alliance, une coopération dans le domaine industriel, une coopération, il y avait des manœuvres communes. À partir de l'arrivée de M. Erdogan, les relations se sont dégradées progressivement. Alors, donc ça,
Oui. C'est ça, vous donnez des références historiques. Justement, la Turquie, où réside une importante communauté juive depuis au moins le XVIe siècle, hein, au moins. Hein. Une république qui reconnaît le plan Balfour. La Turquie intègre l'OTAN en 1952. Les puissances occidentales s'appuieront également sur la Turquie pour contrebalancer les républiques arabes plutôt pro-soviétiques durant la guerre froide. Même l'entité sioniste, durant plusieurs années, pour contourner les pays arabes, privilégie une entente avec Ankara. Mais il y a un legs à cette relation avant l'arrivée au pouvoir de l'AKP. Donc Erdogan, c'est vrai qu'il a une identité politique, mais il doit prendre en compte aussi cet héritage politique de la Turquie. Absolument. Et alors toute la question, c'était qu'est-ce que va faire l'armée? Parce que c'était l'armée pendant très longtemps, tout ce qui est politique étrangère et surtout ces questions-là de sécurité, c'est l'armée qui a décidé tout, c'était pas le pouvoir politique. Et toute la stratégie de M. Erdogan, ça a été peu à peu de renvoyer l'armée dans les casernes. Ce qu'elle a réussi à faire à peu près, ce qu'il a réussi à faire à peu près en 2007-2010. À partir de ce moment-là, on le voit très bien, il y a vraiment un virage et il y a vraiment, si vous voulez, un affrontement, alors beaucoup de mots, hein, plus que de gestes, avec Israël. Donc, si vous voulez, tant que les militaires étaient là, c'était assez compliqué d'avoir un face-à-face. Enfin, c'était la chose des militaires, les relations avec Israël. L'entité sioniste, pour rappel, assassine Abdelaziz al-Rantisi, Ahmed Yassine, fondateur du mouvement de la résistance conservatrice. La victoire du Hamas également aux élections législatives n'est pas reconnue ni par les États-Unis ni par l'Union européenne, mais la Turquie défend ce qu'il nomme la démocratie palestinienne. Est-ce que Erdogan ou Davutoglu, l'idéologue, ancien ministre des Affaires étrangères qui deviendra ensuite Premier ministre, est-ce qu'il est obligé aussi de prendre en compte une opinion turque plutôt favorable au combat de la Palestine ou à la résistance palestinienne? Alors, vous parlez justement, à partir de l'assassinat de Rantisi, de Yassine, là, il y a un glissement. Effectivement, c'est la première rupture avec Israël. Les élections de 2006, il faut savoir que Erdogan a vraiment conseillé, c'est lui qui a conseillé au Hamas de faire des élections. Donc, c'est un peu sa victoire, hein, les élections de 2006. Et c'est vrai que ni l'Europe, ni les États-Unis reconnaissant cette victoire, il a dit au nom de la démocratie, il a été reconnu, si vous voulez, comme quelqu'un qui jouait la carte démocrate, à la différence des États-Unis et de l'Europe. Ça, c'est très clair. Alors maintenant, en revanche, il est évident qu'il y a deux camps quand même en Turquie sur cette affaire palestinienne, même s'il y a une sensibilité très forte, majoritaire, enfin presque consensuelle, mais vis-à-vis du Hamas, les républicains laïcs, hein, qui sont aujourd'hui derrière Ekrem İmamoğlu, hein, qui est ce candidat rival d'Erdogan et qui est en prison, ce camp-là, si vous voulez, n'est pas pro-Hamas. Ils considèrent que Hamas aujourd'hui est un mouvement terroriste, ce qui n'est pas le cas de Tayyip Erdogan, hein, qui dit non, ils libèrent leurs terres, ça n'est pas un mouvement terroriste. Là, il y a vraiment une coupure. Et d'ailleurs, on peut se demander si le fait qu'il y ait cette différence assez profonde et aussi une différence, on y viendra peut-être tout à l'heure, sur la Syrie, entre le Parti républicain du peuple qui est dans l'opposition et l'AKP, le parti de Erdogan, on peut se demander si ça n'a pas joué dans l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu. C'est-à-dire que, comme il y a de plus en plus, Ekrem İmamoğlu a un pouvoir, monte en flèche, il y a aussi une parole un peu différente. Par exemple, un électeur sur deux du CHP dit non, un électeur sur quatre du CHP, du Parti républicain du peuple, dit il faut rester neutre. Pardon, excusez-moi, je me trompe. Un électeur sur deux du Parti républicain du peuple dit il faut rester neutre, tandis que 1 sur 4 de l'AKP dit il faut absolument soutenir les Palestiniens. Alors, on rappellera également deux épisodes qui illustrent peut-être la tension entre la Turquie et l'entité sioniste. On est en janvier 2008 au Forum de Davos. On est également en pleine opération sioniste, plan durci. Erdogan et face à Shimon Peres, la Turquie, par la voix d'Erdogan, qualifie son interlocuteur d'assassin d'enfants avant de se lever et quitter la scène devant les caméras du monde entier. On se rappelle
enfin la plupart se rappellent de cet incident, une image qui fera beaucoup pour la popularité d'Erdogan au Maghreb et au Moyen-Orient, c'est-à-dire ce qu'on appelle également la rue arabe. Erdogan est très vite joui d'une popularité record. Mais certains analystes y voient autre chose. Peut-être que la Turquie, le moment est arrivé pour la Turquie de jouer un rôle majeur dans la région, puisque les pays arabes ont un peu décampé sur la question pro-palestinienne. Et ça, vous avez parlé de ça tout à l'heure, c'est sur les conseils de Davutoglu, qui était le stratège et ministre des Affaires étrangères et plus tard Premier ministre. Est-ce que la Turquie aussi n'a pas tenté, ou tente encore, de refaçonner un peu le Moyen-Orient ? Alors, juste une petite chose, vous dites que ce one minute à Davos, hein, où il a été très énervé parce qu'on l'a empêché de parler, ça a eu un impact au Maghreb et puis dans le Moyen-Orient, mais aussi par exemple en France. Moi, je me souviens d'être allée dans les cafés Internet, il y avait une grande partie de la population française d'origine maghrébine qui regardait en boucle ce one minute. Et ça a beaucoup fait aussi pour l'image d'Erdogan dans ce qu'on appelle nos cités, nos banlieues et parmi la population musulmane en France. C'est pas simplement au Maghreb et en Afrique. Donc pour votre question sur l'histoire du façonnage du Moyen-Orient, il est clair qu'en 2022, quand il y a eu les accords d'Abraham, là Erdogan s'est dit on va me mettre à part. Là il voyait tous ces pays qui étaient réunis et il s'est dit c'est peut-être pas le moment d'être mis de côté, d'autant plus que financièrement, il a besoin des investissements, il a besoin de l'argent saoudien, par exemple. Donc, il a tenté une opération de normalisation à partir de 2022-2023. Alors, on se souvient également de l'incident du Mavi Marmara, l'initiative de Davutoglu, toujours le même, l'embarcation humanitaire ayant tenté de forcer le blocus de Raza. On connaît la suite, l'opération sioniste fera 9 morts. La tension à l'époque était à son comble entre la Turquie et l'entité sioniste. Netanyahou finira par présenter ses excuses, mais la Turquie concédera peut-être un point important puisqu'elle abandonnera la thèse de la préméditation de l'opération, préférant garder comme thèse officielle l'erreur malencontreuse. Et durant toute cette séquence, ce qu'on remarque, c'est que le commerce bilatéral entre les deux protagonistes, qui se situe entre 5 et 6 milliards de dollars, ne s'est pas estompé, n'a pas baissé. On est bel et bien dans la réelle politique. Absolument. Et ça a continué jusqu'à 2024, l'année dernière, après les élections. Or, Erdogan a perdu les élections, son parti a remporté beaucoup moins de suffrages au profit du nouveau parti islamiste, le nouveau parti de la prospérité, qui est tenu par le fils d'Erbakan, qui a été le mentor de Erdogan, qui représente vraiment l'islam politique. Et il a gagné grâce justement à l'appel à sanctions, à la critique d'Erdogan, en disant Erdogan n'en fait pas assez, il parle beaucoup mais il n'en fait pas assez. Et donc Erdogan, après les élections, s'est rendu compte qu'effectivement, il était critiqué par une partie de son électorat qui était passé dans ce parti beaucoup plus offensif vis-à-vis de la cause palestinienne. Et à ce moment-là, il a appliqué une série de sanctions sur 54 produits. Il y a beaucoup à perdre. Alors, il y a des détournements. Il faut pas rêver, mais il y a des détournements. Mais enfin, il a quand même pris des mesures. C'est-à-dire que quand on dit que Erdogan parle beaucoup, mais qu'il ne fait pas beaucoup, je trouve qu'il faut faire attention. Parce que d'abord, il parle. Et il y a tellement de pays qui ne parlent pas, qui ne disent rien, c'est déjà énorme. Il parle fort, il parle. Certes, parfois ça monte très haut, mais voilà, il parle et puis il a pris ses sanctions tout de même. Continuons avec la réelle politique autour d'infrastructures énergétiques entre l'entité sioniste et la Turquie. 2020, seconde guerre du Haut-Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Vous en parliez tout à l'heure. Azerbaïdjan, le pays est un pays musulman soutenu par la Turquie et une alliance stratégique avec l'entité sioniste. Donc, à l'époque, on avait vu, on est en 2020, donc des activistes turcs se sont fait connaître pour dénoncer l'acheminement du pétrole d'Azerbaïdjan vers l'entité sioniste via le port de Ceyhan dans le sud de la Turquie. On dénonce également d'autres projets du genre en cours de matérialisation. Alors certains sont suspendus à cause du génocide à Raza, mais ils pourraient reprendre dès l'annonce d'un éventuel cessez-le-feu. Donc on voit quand même qu'il y a une profondeur commerciale, une profondeur des relations entre l'entité sioniste et la Turquie. C'est une réalité. Au-delà des figures politiques du moment, enfin, il y a presque une tradition, j'ai envie de dire.
Voilà, la Turquie veut être un hub énergétique. C'est ça qui est important pour elle. Donc effectivement, le pétrole venant de Bakou, allant en Israël, passant par le port de Ceyhan, c'est très très mal vécu par les activistes turcs qui veulent soutenir, qui veulent boycotter, si vous voulez, Israël. Mais ça, c'est quelque chose qui continue. Et là, le président Erdogan est très critiqué sur cette affaire-là. De la même manière, comme vous l'avez parfaitement dit, il y a un projet qui intéresse beaucoup les Européens, qui serait effectivement de faire venir du gaz, enfin par le biais de Ceyhan, par le biais aussi d'Israël, vers l'Europe. C'est un projet qui est dans les tiroirs, mais qui sera ressorti. Et enfin, donc vous savez, l'Europe veut absolument prendre de l'indépendance vis-à-vis de la Russie. Hein. C'est ça, tout ça qui se joue, et la Turquie a une carte à jouer là-dedans. Et puis enfin, ce qui s'est passé avec Israël, c'est que à un moment, Israël a essayé de faire elle essaye toujours de faire un forum avec la Grèce, avec le Liban, un forum gazier, si vous voulez. Méditerranéen, un peu gazier méditerranéen. Voilà. Méditerranée, avec le Liban, avec d'ailleurs aussi les Palestiniens à un moment, avec les Égyptiens. Mais la Turquie était à part. Et c'est là, à ce moment-là, donc c'était en 2020-21, là, Erdogan s'est dit, là, je suis très isolé. Et ça a été le début pour lui aussi d'essayer de reprendre langue avec ces pays-là, tout en signant, vous vous en souvenez, un accord avec la Libye, en disant, bon, ben, vous faites votre affaire méditerranéenne avec Liban, Israël et Grèce, eh bien, moi, je fais quelque chose avec la Libye, avec des zones économiques, enfin, exclusives, enfin, un certain nombre d'accords. Mais là, à ce moment-là, il s'est dit, oulala, notre rêve d'être un hub énergétique est en train de prendre un coup. Arend Bonzon, vous qui connaissez bien la Turquie, est-ce que finalement, ce dont on est en train de parler n'est pas la norme, puisqu'il y a différents courants, peut-être sûrement au sein qui traversent la République turque, au niveau ceux qui s'affrontent, qui débattent autour des dossiers géostratégiques, géopolitiques. Certains ont une tendance peut-être à regarder l'avenir en disant que l'entité sioniste devra jouer un rôle dans nos rapports avec le monde et avec les Américains, et d'autres sont plutôt en retrait conservateur. Est-ce que finalement, il n'y a pas des courants qui s'affrontent, qui est l'apanage de tous les pays du monde, où il y a des courants politiques qui débattent autour des questions sensibles? Oui, enfin, il y a quand même un consensus général sur la cause palestinienne depuis longtemps. Hein. Quand vous allez dans des manifestations, alors, il y a moins de mobilisation d'une certaine manière qu'en Europe, hein, sur ce qui se passe en Israël, dans la rue par exemple. Les manifestations en France pour soutenir les Palestiniens étaient bien plus importantes que les manifestations que j'ai vues, je parle un an après le 7 octobre, hein, que j'ai vues, moi j'étais en octobre l'année dernière, et les manifestations n'étaient pas énormes. Mais vous avez deux camps très marqués, un camp islamique, si vous voulez, qui soutient parfaitement le Hamas, pour qui Haniyeh était vraiment le partenaire, l'interlocuteur. Et puis vous avez un autre camp qui n'est pas le camp de l'opposition républicain, laïque, qui est un camp plutôt de gauche et d'extrême gauche. Ces deux camps font des manifestations à part, mais sont anti-OTAN, anti-américains, et souvent effectivement Israël, c'est-à-dire qu'ils veulent un État unique de la mer au Jourdain, hein, donc un État mixte, mais voilà. Donc ils sont tout ça de commun, sauf que effectivement leurs effigies, leurs modèles, c'est pas les mêmes. Du côté d'extrême gauche, on ressort encore les modèles du DFPLP, tandis que du côté islamique, on ressort quand même Haniyeh, Siwan, enfin, vous voyez, c'est pas du tout. Mais il y a quand même des points communs, et c'est là où on voit qu'il y a un certain consensus. On en vient à la Syrie, Arend Bonzon. L'entité sioniste a joué un rôle, on le sait, dans le succès de Hayat al-Tahrir al-Sham, soutenu par la Turquie également. Il s'agissait surtout d'abîmer le Hezbollah pour fragiliser l'Iran, ce qui convenait aux deux parties, hein. Sauf que depuis quelque temps, les convergences ne cessent de croître. Plusieurs bombardements sionistes ont ciblé la Syrie, parfois à quelques encablures du palais présidentiel dont le résident est Ahmed al-Shara. L'entité sioniste se méfie de l'influence turque en Syrie, tandis que la Turquie a déclaré que l'entité sioniste devait se retirer de la Syrie et cesser de nuire aux efforts de stabilisation dans ce pays. On le voit clairement donc. On s'entrechoque en Syrie fortement. Comment voyez-vous la situation évoluer d'ici quelques semaines ou quelques mois? Les deux projets sont complètement antinomiques. Le projet turc, c'est d'avoir un État unitaire, parce qu'ils ont peur, quoi. Ils ont peur que les Kurdes
fasse un État autonome, enfin fasse un petit État, si vous voulez, dans le nord de la Syrie, et que, évidemment, ça donne des idées aux Kurdes de Turquie, et que ça s'étende, et que donc il y ait une sorte de démantèlement de cette partie sud-est de la Turquie. Ça, c'est leur hantise, ils sont obsédés par ça, par ce qui va se passer avec les Kurdes. Hein. Donc d'ailleurs, la raison pour laquelle le processus de paix actuel, là, qui a été commencé, réinitié entre Erdogan et le PKK et Öcalan, vous savez, Öcalan a appelé le PKK à se désarmer, c'est en partie dû à ce que fait Israël vis-à-vis des Kurdes. Parce qu'en revanche, Israël a besoin comme ça d'une autonomie kurde. Elle joue cette carte-là. S'il y avait un État kurde dans le nord, ça serait très bon pour Israël, parce que ça serait une base. Ils sont très proches. Il faut savoir que les Kurdes sont assez proches d'Israël. Hein. Voilà, il y a eu toujours du soutien militaire, c'est quelque chose d'important pour eux. Donc, la Turquie, un pays unitaire, la Syrie doit être un pays unitaire, tandis qu'Israël, on voit extrêmement bien qu'elle veut fragiliser, qu'elle veut fragmenter la Syrie. Avec le Golan, avec les Druzes, avec les Kurdes, elle ne veut pas un État fort. Donc, ce sont deux projets qui, effectivement, s'opposent et sont très différents. Surtout que Erdogan le dit clairement après le Liban, le prochain endroit où Israël posera les yeux, ce sera notre patrie. Il dit, il annonce clairement que le choc est là, mais certains n'éloignent pas le scénario catastrophe, c'est-à-dire qu'on parle clairement d'un affrontement armé entre les deux grandes puissances. Est-ce que vous y croyez ? Bon, il faut toujours se méfier. Erdogan, il veut aussi parfois déplacer, quand il y a des gros problèmes économiques, il déplace aussi, et c'était le cas quand il a fait ces déclarations-là, c'est toujours le cas, il y a une vraie crise économique en Turquie, et c'est pas facile pour les Turcs qui ont une inflation énorme, donc il en remet un petit peu. Bon, ce qui est sûr, moi je suis pas dans la tête de Netanyahou, mais ce qui est sûr, c'est que s'il y avait un accord avec Damas, avec le nouveau pouvoir syrien et les Turcs. Par exemple, si les Turcs faisaient un contrôle aérien au nord de la Syrie, c'est ce qu'ils aimeraient bien faire pour contrôler justement les Kurdes, ça passerait pas chez les Israéliens. Les Israéliens veulent pouvoir continuer à frapper en Syrie comme ils veulent, à survoler comme ils veulent, à passer par la Syrie pour aller en Iran. Donc là, si vous voulez, c'est là aussi où il y a un choc entre les deux, c'est-à-dire que Israël ne veut pas que la Turquie ait trop d'influence en Syrie, ait un accord militaire trop poussé avec Damas. Elle veut garder la main et une certaine liberté de manœuvre. Le président américain Donald Trump a dit qu'il serait ravi de jouer les arbitres entre un allié et un membre de l'OTAN. Qu'est-ce que vous pensez de son influence ? Oui, alors ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de proximité entre le président Erdogan et le président Trump. À plein d'égards, ce sont deux présidents qui polarisent énormément, qui détestent l'Europe. Les deux détestent l'Europe, qui parlent, qui ont vraiment parfois une diarrhée verbale, si je puis dire. Et ils s'entendent plutôt bien, effectivement. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? De toute façon, Trump est quand même tout à fait du côté aussi israélien. Je ne vois pas très bien ce qu'il peut faire pour les réunir. En revanche, il y a un pays qui fait des choses, c'est l'Azerbaïdjan. Et en coulisses, l'Azerbaïdjan essaye de réconcilier ou de trouver des accords entre Israël et la Syrie, et la Turquie. Donc il faut savoir ça, c'est qu'il y a peut-être des grandes déclarations d'Erdogan, des grandes déclarations du ministre des Affaires étrangères israélien Katz, mais il négocie, il parle. Les dernières négociations ont lieu en Azerbaïdjan. Rien n'est sorti, il n'y a pas eu de conclusion positive, mais ils se parlent. Ils ne sont pas du tout dans la confrontation pure et dure. Hein. Donc voilà, je crois. Quant à ce qu'il puisse y avoir un affrontement militaire, je n'y crois pas beaucoup pour l'instant. En revanche, toute cette histoire, et vous avez fait un reportage dessus sur ce bateau qui a pris la mer avec la flottille de la Liberté. Ça, c'est un signe, parce que ce bateau, moi je l'ai vu, il est resté 18 mois dans le port et on attendait l'accord de Erdogan pour l'envoyer en mer. Et s'il a reçu l'accord maintenant, vous savez, ce bateau qui a été frappé d'ailleurs par les drones israéliens, s'il a eu l'accord de Erdogan, c'est bien parce que Erdogan veut envoyer un message aux Israéliens.
Alors, Erdogan, on le dit, enfin certains analystes le disent, ça serait plutôt le symbole d'une Turquie populaire, intérieure, contre ceux qui le critiquent, qui serait, oui, qui serait la représentation des grandes villes, les villes mondialisées. C'est un peu le Trump de la Turquie, c'est-à-dire on a un affrontement entre la Turquie intérieure et extérieure. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est-à-dire qu'en fait, Erdogan, c'est quand même encore le premier parti, hein, l'AKP. Il ne faut pas l'enterrer trop vite. D'accord. Certes, c'est devenu un peu, c'est plus l'AKP du début. L'AKP du début, c'était un parti qui ratissait très large, il y avait de tout. Il y avait, bon, il y avait des démocrates, il y avait des islamiques, pas du tout démocrates, il y avait des conservateurs, il y avait des gens presque de gauche, enfin, bon, il y avait de tout. Là, c'est devenu un peu une boîte d'enregistrement des décisions d'Erdogan. Mais il existe et il est toujours très bien représenté. Il était très bien représenté dans le sud-est, chez les Kurdes aussi. Hein. D'accord. On oublie de le dire. Merci. Donc, merci, oui, Ariane. Merci Ariane Bonzo, on arrive à la fin de notre entretien. Merci d'avoir été avec nous pour ce sujet vaste et complexe. Je vous dis à très vite et un grand merci. En tout cas, l'Échiquier International, toujours un plaisir de le présenter avec vous. Édition qu'on retrouvera demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.